On va perdre la guerre pour faire plaisir à 20 personnes. Ça y est, les gens n'ont pas encore compris après ce qui s'était passé avec l'histoire du soldat là, franco-israélien d'ailleurs. Gilad Shalit, dont on a libéré les frères Yahya Sinwar et 1200 terroristes. On a vu ce qui s'est passé à cause de ça. Les gens n'ont pas compris encore. On doit gagner la guerre. C'est ça qui compte. Tout le reste est secondaire. C'est douloureux, difficile pour 20 personnes. C'est encore beaucoup plus douloureux pour les dizaines de soldats qui sont morts inutilement parce on fait pas ce qu'il faut faire. On a perdu du temps au lieu d'aller libérer ces gens. Et c'est encore plus douloureux pour l'État d'Israël et la population israélienne qui a 10 millions d'habitants, je vous le rappelle, qui n'est pas protégée comme il faut parce qu'on fait pas ce qu'il faut pour protéger 20 personnes. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du groupe des libéraux au sein du Likoud. Et ce matin, on a bien besoin de votre éclairage pour comprendre ce qui se passe au Likoud, qui n'est pas courant. Une démarche visant à limoger le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, qui était l'ancien président de la Knesset, Yuli Edelstein, une personnalité importante au Likoud. Est-ce que... Alors, on sait bien, si on a suivi ce qui s'est passé ces dernières semaines, que Yuli Edelstein et Binyamin Netanyahou ne sont pas en odeur de sainteté, ils sont on va dire en tension depuis longtemps. Est-ce que finalement vous jugez que cette décision de limoger Yuli Edelstein parce qu'il a, on va dire, durci, on va dire, les termes de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot est justifiée? Non, moi je pense que ça n'est pas justifié du tout. Pour le coup, je pense que c'est une grave erreur. Qui n'a aucune justification et qui en plus ne servira à rien, même du point de vue de ceux qui pensent limoger Yuli Edelstein de son poste. D'ailleurs, c'est pas encore fait, on verra. Mais enfin, pour autant que ce soit fait, c'est une erreur de le faire maintenant. Et même de leur point de vue, s'ils veulent le faire, pourquoi ils ne le font pas au début en fin octobre, début novembre, c'est-à-dire après le début de la session d'hiver, pour gagner du temps. De toute façon, cette loi va pas passer. Et, indépendamment, les gens qui ont réussi à se convaincre que Edelstein est la cause du fait que la loi ne passe pas, ne comprennent rien, ni à la politique, ni au public israélien, ni même au public du Likoud. Alors c'est une accusation, cette loi n'a pas passé et ne passera pas parce qu'il n'y a pas de majorité dans le peuple israélien et à la Knesset pour faire passer cette loi, quoi qu'en pense Edelstein. Mais c'est pas seulement Edelstein. Là, il y a Binyamin Netanyahou. Hein, parce que ces accusations que vous portez, c'est aussi dirigé contre le Premier ministre, parce que ça veut dire. J'ai pas l'impression. Le Premier ministre. Et vous pensez qu'il ne comprend pas que le peuple ne veut pas de cette loi? Je pense que le Premier ministre, s'il avait véritablement voulu faire passer cette loi, il aurait mis beaucoup plus de pression. Le fait que on ait perdu du temps, qu'on ait joué avec le temps, qu'on ait gagné, en fait, c'est comment dire, la session d'été est quasiment terminée, elle se termine demain. Oui. Donc mais il n'y a pas de loi, et le gouvernement n'est pas tombé. Je pense que Netanyahou joue avec le temps. Vous pensez qu'il ne veut pas de cette loi lui-même et qu'il essaie? Non, il ne veut pas de cette loi. S'il avait voulu de cette loi, on l'aurait su, vraiment. Il y aurait eu une loi. Il y aurait eu quelque chose. Mais il n'y a rien. Donc il n'en veut pas. C'est très simple. Et pourtant, cette loi, elle a quand même un atout parce qu'elle est peut-être présentée de manière biaisée par beaucoup de médias israéliens. Elle est qualifiée de loi on va dire, des réfractaires au service militaire. Mais en fait, elle ouvre pour la première fois, il faut bien l'avouer, les portes de l'armée israélienne à des milliers de soldats orthodoxes qui ne sont peut-être pas les plus assidus sur les bancs des yeshivot. Moi, j'y crois pas. C'est-à-dire? Oui, je pense que les Haredim, les ultra-orthodoxes, refusent de faire entrer qui que ce soit dans l'armée et que tant qu'on n'est pas dans une loi avec des sanctions économiques draconiennes et immédiates ou quasiment immédiates, il y aura rien. Il n'y aura pas de Haredim qui vont entrer à l'armée. C'est une vue de l'esprit, ça va pas arriver. Donc moi, c'est-à-dire que même s'il y avait une loi votée par la Knesset et qui stipule, comme le stipule la loi d'origine qui a été, on va dire, présentée aux orthodoxes il y a de cela 2 mois, juste avant la guerre avec l'Iran, et qui prévoit par exemple l'enrôlement de 4 à 5 000 orthodoxes par an, eh bien, vous pensez qu'il n'aurait pas envoyé le quota nécessaire pour enrôler les élèves des yeshivot? Non, ça va rien passer. Il va rien se passer.
Les Haredim ne sont pas prêts à rentrer dans Tsahal. C'est tout. Pourquoi? Donc, parce qu'ils veulent pas. Ils voient ça comme étant ce on appelle en hébreu shmad, c'est-à-dire, c'est pour eux dans leur tête, l'État d'Israël, c'est le tsar. Et donc, aller à l'armée, c'est comme le décret des cantonistes il y a 100 ans Ouais. dans l'armée russe. Pour vos auditeurs qui ne savent pas, c'était un décret où l'armée du tsar, l'armée russe, au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, avait Prenez. forcé des jeunes juifs à aller à, je sais pas, 16 ans ou 18 ans à l'armée du tsar pendant 20 ans, 25 ans. Donc, c'est des gens qui, en plus, ne se sont jamais mariés, n'ont pas eu d'enfants pour la grande majorité. C'était une tragédie. Dans leur tête, c'est ça. Ces gens sont complètement pas dans la réalité. C'est dramatique. Donc, bon, voilà, on peut pas discuter avec ces gens. Il n'y a pas de loi qui va les faire rentrer dans l'armée ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est simplement leur couper les vivres totalement à 100% Et oui, et les acculer et les mettre au pied du mur. Et c'est pas ce que cette loi fait. mais c'est Donc, facile à dire ça, Amir, mais il faut bien avouer que ces gens-là, comme vous dites, ce sont les partis orthodoxes qui sont les alliés, on va dire, les plus fidèles de Binyamin moi, je pense que Netanyahou. cette alliance est maintenant arrivée, après 2 générations presque, cette alliance est arrivée à son terme, il faut qu'elle arrête, en tout cas pour les 10 prochaines années. Et oui, Elle mais pourra alors, peut-être reprendre plus tard. mais cette alliance, elle est la condition à la formation d'un gouvernement de droite, sans un gouvernement, sans les Il orthodoxes. faut, ça n'est plus possible aujourd'hui. Il faudra maintenant créer un gouvernement de droite et de centre droit, c'est-à-dire dans la prochaine Knesset, ce sera avec disons, l'équivalent du Likoud, des partis nationaux religieux, et peut-être, voilà, Gantz, Bennett s'il vient, viendra éventuellement Lapid. Voilà, c'est ça qui doit maintenant gouverner l'État d'Israël. La présence des Haredim au sein du gouvernement n'est plus possible. Ça ne va pas. Ça ne va plus, disons. Et si je vous mets à l'épreuve en disant, par exemple, au lendemain des élections, d'ici un an peut-être, et que les calculs sont simples, avec les orthodoxes, il y a un gouvernement, sans les orthodoxes, il n'y a pas de gouvernement, parce que par exemple, c'est toujours Binyamin Netanyahou qui est le Premier ministre, et il y a toujours une sorte de veto de la part de la gauche. Il faut que le Qu'est-ce qu'on fait? centre-gauche cesse de délirer et supprime son veto. La grande partie du problème qu'on a, c'est justement ce veto délirant du centre-gauche. Il faut que ces gens qui sont des antidémocrates, c'est pas nouveau, acceptent la démocratie israélienne. À savoir que si le peuple israélien vote partiellement, enfin une partie du vote israélien, du peuple israélien vote pour un parti qui est dirigé par Netanyahou, ils doivent accepter de faire une coalition avec, c'est tout. C'est la démocratie, ça doit arrêter toutes ces histoires. Et j'espère que le 7 octobre et tout ce qui se passe depuis a changé un petit peu les perspectives de beaucoup de gens qui parlent, mais j'espère et je pense qu'après les élections, les gens mettront de côté tout un tas de choses et qu'on pourra retourner à faire une politique plus normale qui n'est pas basée sur ce qu'on appelle en hébreu des haramot, c'est-à-dire des vétos individuels contre Monsieur X ou Madame Y, mais qu'on puisse parler sur le fond des choses de ce qui est bien pour l'État d'Israël. Voilà, après ce que l'on a vécu en termes politiques au cours des dernières années, vous ne pensez pas qu'une alliance orthodoxe centre-gauche est possible? C'est possible, mais s'ils font ça, ils ne seront plus jamais au pouvoir ensuite pendant 30 ans. Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous Parce permet de dire ça? que le centre-gauche n'acceptera pas. Le public qui est derrière n'acceptera pas. Et ça ira pas de toute façon. Après quelques mois, ça pètera parce qu'ils sont tellement pas d'accord sur rien. Le centre-gauche est devenu tellement anti-juif en termes de... Ils accepteront pas. Donc ça n'ira pas. Et puis, moi, j'entends des gens à la Knesset qui me disent « Ah, mais tu vas voir, le centre-gauche et la gauche donneront tout aux Haredim. » Je pense que c'est pas tellement évident et que même s'ils essaient, ils n'arriveront pas et que ça tiendra. Et que même s'ils arrivent, ça ne tiendra pas. C'est juste pas naturel. On l'a vu au précédent gouvernement. Ça n'a pas tenu. Donc moi, je ne vois pas Lapid, Lieberman et Golan faire une coalition avec les Haredim. Ça n'ira pas.
Alors, il n'y a pas que les orthodoxes. Là, on parle beaucoup des orthodoxes autour de cette loi, mais il n'y a pas que les orthodoxes. Maintenant, imaginons que dans quelques jours, un accord de coalition et un accord de cessez-le-feu soit conclu avec le Hamas et qu'il implique le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza en échange de la libération d'au moins d'une partie des otages. Il n'est pas impossible aussi que certains partis, comme le parti de Smotrich, comme le parti de Ben Gvir, eh bien, décident de quitter la coalition gouvernementale. Cela nous ramènerait à une coalition en peau de chagrin. Oui, mais s'il quitte la coalition, ce sera comme la dernière. Je vous rappelle que, comment il s'appelle, que Ben Gvir avait déjà quitté la coalition et puis il est revenu après. Parce que le problème, en fait, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle cet accord n'a pas été encore signé, justement parce qu'on n'est pas encore parti en vacances parlementaires, mais qu'en revanche, d'ici demain ou après-demain, on sera après, et que par conséquent, on peut signer un accord et que le gouvernement, de toute façon, a 3 mois où il peut pas tomber. Donc peut-être que Ben Gvir et peut-être même Smotrich quitteront la coalition, c'est pas grave. De toute façon, le gouvernement ne tombera pas. Si c'est un accord de paix de 60 jours, ben, je pense qu'on retournera au combat juste après. Et par conséquent, ils retourneront dans la coalition. Et ça veut dire que on se dirige, enfin, le panorama que vous nous décrivez, il ne peut pas nous empêcher de penser que l'on se dirige irrémédiablement vers des élections dans, on va dire, un délai de 6 mois au minimum. Oui, alors ça, de toute façon, la date légale des élections est fin octobre 2026. C'est-à-dire, comme on est déjà pratiquement en vacances d'été là de la Knesset, donc on va se projeter 3 mois en avant. Voilà, c'est 1 an. Donc de toute façon, ensuite entre le moment où on commence on va dire à dissoudre la Knesset et le moment où il y a des élections, ça prend de toute façon 4 mois. Donc au plus tôt, les élections seront en février-mars. Donc ça c'est au plus tôt. Et entre février-mars et octobre, ça fait 7 ou 8 mois. Bon, 8 mois disons, c'est pas énorme, hein. Et de toute façon, on est en année d'élection, donc ça va être très compliqué de garder le gouvernement jusqu'à la fin. De toute façon, je pense que idéalement, Netanyahou aimerait gagner encore 3 mois, et il a des moyens de le faire, parce que de toute façon, faut bien voir que à la rentrée parlementaire en fin octobre, s'il dit aux ultra-orthodoxes que de toute façon, votre loi, vous l'aurez pas. Et de toute façon, entre le moment où il y a la Knesset se dissout et il y a un nouveau gouvernement, il y a de toute façon au minimum 6 mois. Donc de toute façon, vous n'aurez pas la loi pendant 6 mois. Et pendant ce temps, l'armée va de toute façon envoyer les ordres de mobilisation. Donc ça sert à rien que vous dissolviez maintenant la Knesset. Ça change rien, quelques mois de plus ou de moins. Donc si déjà, faisons passer par exemple un budget en fin 2025 ou peut-être début 2026, et vous nous donnez encore quelques mois contre des avantages économiques. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre, les ultra-orthodoxes? Pas grand-chose. Mais de toute façon, c'est ensuite joué pour quelques mois. Les élections auront lieu entre février et mars au plus tôt, et très probablement mai-juin au plus tard. Donc ça change pas grand-chose. Si vous deviez murmurer à l'oreille de Binyamin Netanyahou une solution pour sortir de l'imbroglio actuel dans les négociations avec le Hamas, pour essayer de parvenir à la libération des otages, pour essayer de satisfaire, on voit que le président Trump est de plus en plus impatient, qu'est-ce que vous suggéreriez? Moi, je suis pas pour un accord sur les otages. Moi, je suis pour gagner la guerre, c'est tout. Continuer à se battre encore 6 mois, puis c'est terminé. Continuer à se battre comme le fait l'armée depuis quelques jours comme le fait l'armée, et on avance. Je ne sais pas si vous regardez le pourcentage de la bande de Gaza qu'Israël occupe va en augmentant de jour en jour, ou de semaine en semaine, disons. On le voit sur les photos satellites. Aujourd'hui, Israël contrôle 63% de la bande de Gaza. Encore, je crois, 6 ou 8 semaines, on sera à peu près à 75%. On détruit tout de manière systématique. Nous sommes en train de raser la bande de Gaza. D'ailleurs, c'est en accord avec le droit international, parce qu'à partir du moment où il y a tous les tunnels sous les maisons, de toute façon, les maisons elles-mêmes sont utilisées par le Hamas comme des bases d'attaque de l'armée israélienne. Elles deviennent des objectifs militaires parfaitement légitimes au regard des conventions internationales, des conventions de Genève. Donc, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Il faut simplement continuer et tout raser totalement la bande de Gaza. Et qu'est-ce qu'on fait des otages?
Ben, je pense qu'il faut continuer la pression. À la fin, le Hamas va, lui, craquer, pas nous. Il va craquer parce que c'est sa seule monnaie d'échange. Donc, plus on va continuer, plus on va tout détruire, plus il va être acculé, plus il n'aura pas d'autre choix que de faire lui des compromis et pas nous. Oui, mais pour l'instant, on va dire que toutes les déclarations de la communauté internationale, du président Trump, et même de ici, on va dire de la presse, des médias, de l'opposition, bien. Oui, enfin, la presse ils ont tous pris le côté du Hamas. Ben, tant pis, on continue à se battre. C'est pas grave. Vous savez, à la fin, on doit faire ce qui est l'international de l'État d'Israël. L'international de l'État d'Israël, et on en parle depuis plus d'un an et demi, c'est de gagner cette guerre. Gagner cette guerre, ça implique de raser la bande de Gaza, de détruire le Hamas en tant que force militaire et qui contrôle la bande de Gaza, pousser toute la population gazaouite au sud de la bande de Gaza, sous l'axe de Morag, dans ce qu'on appelle cette ville humanitaire qui permettra ensuite de mettre en œuvre le plan Trump des migrations. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'il faut faire. Les otages, c'est une tragédie parce qu'il y a 20 personnes encore qui sont là-bas, mais c'est une question secondaire. Ça risque de susciter, de parler comme ça, vous savez, ça risque de susciter toujours la colère des familles. Mais ça suscitera ce que ça suscitera. Moi, ça m'est égal. Ce délire absolu de subordonner l'international à 20 personnes est complètement délirant. Il y a 20 personnes qui sont là-bas, c'est tragique. Bon, ok, alors. On va perdre la guerre pour faire plaisir à 20 personnes. Ça y est, les gens n'ont pas encore compris après ce qui s'était passé avec l'histoire du soldat franco-israélien d'ailleurs. Gilad Shalit, on a libéré les frères Yahya Sinwar et 1200 terroristes. On a vu ce qui s'est passé à cause de ça. Les gens n'ont pas compris encore. On doit gagner la guerre, c'est ça qui compte. Tout le reste est secondaire. C'est tout, c'est le bon sens. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ont conquis en 6 mois, après le 7 décembre 1941, après Pearl Harbor, jusqu'en mai à peu près 1942, ils ont conquis pratiquement tout le Pacifique. Pendant cette période, ils ont occupé un terrain où il y avait plus de 140 000 civils qui étaient des ressortissants des pays alliés et qui sont devenus des prisonniers de facto et qui ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles. 7% d'entre eux sont morts, ça fait à peu près 10 000 personnes, même un peu plus. Ils ont aussi pris environ 600 000 prisonniers alliés, 25% de taux de mortalité, ça fait 150 000 morts. J'ai entendu personne dans le monde à l'époque, personne, qui disait qu'il fallait perdre la guerre contre le Japon pour libérer ces personnes. Jamais. Et là, on parle de 20 personnes. Et là-bas, on parlait en tout, peut-être 750 000 personnes. De quoi on parle? Pourquoi Benyamin Netanyahou finalement perdre la guerre? C'est même pas, je vais vous dire, c'est même pas comment on dit en français, en hébreu on dit un chikoul, c'est même pas un argument. C'est même pas, ouais, c'est pas un argument, ça n'a pas de poids, c'est complètement secondaire, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on ne veut pas tous les libérer, on veut tous les libérer, on les veut tous vivants et en bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'on doit perdre la guerre pour ça, c'est tout. Et que dites-vous à Benyamin Netanyahou, pourquoi il ne le dit pas très clairement cela? Moi, je pense que c'est une très grave erreur. Très, très grave erreur. Alors, je comprends qu'il y a des pans de la société israélienne qui sont sensibles, très attachés à ça, mais pour moi, et puis là, les médias et tout, mais pour moi, c'est une très, très grave erreur. Eh bien, Amir Weitman, on comprend votre position, même si parfois, effectivement, ça passe par des déclarations qui peuvent être considérées comme plutôt douloureuses et difficiles, surtout pour les familles d'otages. Oui, c'est douloureux, difficile pour 20 personnes. C'est encore beaucoup plus douloureux pour les dizaines de soldats qui sont morts inutilement parce qu'on fait pas ce qu'il faut faire. On a perdu du temps. Au lieu d'aller libérer ces gens, et c'est encore plus douloureux pour l'État d'Israël et la population israélienne qui a 10 millions d'habitants, je vous le rappelle, qui n'est pas protégée comme il faut parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour protéger 20 personnes. Les gens doivent revenir à la réalité et cesser de délirer. La vie n'est pas faite de blanc et de noir. Il y a du gris et la majorité des choses qui sont dans la vie, c'est du gris. Et de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas libérer des personnes. Qu'on ne doit pas faire même le cas échéant des choses si c'est approprié. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas un argument de poids. C'est un argument au maximum très, très, très secondaire et marginal. Voilà, c'est tout. C'est bon sens et c'est tout à fait normal de dire ça. Et j'arrive même pas à comprendre comment on peut ne pas être d'accord avec ça.
Eh bien, Amir Weitman, on a bien compris votre position. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, en particulier donc sur cette situation politique interne au sein du Likoud, mais également donc concernant un accord éventuel, ou en tout cas les négociations autour d'un accord sur la libération d'otages. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Amir. Bonne journée, merci à vous.